Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut Alex, on est un peu loin encore, hein? Ouais, je te l'ai dit, j'ai hâte que ça arrête tout ça. Et là, avec ces espèces de couleurs. Mais je veux juste m'adresser au gouvernement en 30 secondes. Oh, montée de lait. Non, non, c'est pas une montée de lait, mais... Bruno, non, mais... Non, vas-y. Moi, tout ce que j'ai à dire, là, j'espère que lorsqu'on va reconfiner son jour, on a à le faire, que les sports seront la dernière marche. Au-delà de notre émission, nous, on peut s'en sortir, mais ces jeunes athlètes-là, moi, j'ai pas envie que ça débarque en antidépresseur. J'ai pas envie que ça débarque en décrochage scolaire. Parce que là, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Non. Mais le nombre de décrochages en secondaire, au cégep, à l'université en ce moment, c'est incroyable. On n'a pas le choix de faire avec, c'est pas ça. Je te dis, on est en pandémie. Mais tu coaches les ados aussi, tu le vois, hein? Moi, je le coach dans le bantam 3 féminin, François. Ces filles-là se donnent à 100 %. Il ne faut pas leur enlever ça, s'il vous plaît. Mais c'est à nous autres à faire les efforts. Des affaires là, de party à 200 personnes, là, comme à Laval. À Montréal, à Laval, en fin de semaine passée. Sérieux, là. On peut-tu penser à notre jeunesse? Ouais. S'il vous plaît, un peu. C'est pas compliqué, là. Amen. Hey, François, la maman de tes enfants, notre chère Élise, est en nomination pour un prix assez prestigieux, merci. Absolument. Félicitations à Élise Paiement, qui est en nomination comme enseignante de l'année au golf par la PGA du Québec. Alors, le gala aura lieu cet automne, Alex. Alors, on voulait juste féliciter Élise Paiement. C'est bien mérité. On a encore du temps. Qu'est-ce que tu penses de... Non, on n'a pas de temps. Non? OK. Non, je sais pas, tu fais ça de même. Moi, je pensais que tu disais étire. On va passer à nos invités. Alors, voilà, il faut enchaîner. Belle émission cette semaine, François. Absolument. Notre ami PCO, lutteur de la ROH, qui est avec nous, qui vient d'avoir une petite bulle au cerveau, qui a fait Saint-Jean, Montréal en marathon. Et en deuxième partie, Tommy Lemaire, vice-champion de drift, qui est avec nous. Bruno apprend à nous connaître. Absolument. On dirait qu'il faisait de la pizza. Claude a le gros sourire dans la régie. Bienvenue à Sport Express. Au début de la pandémie, François, quand ça s'est mis à fermer un peu partout, on était à la fin des saisons de hockey. On ne savait pas trop avec le hockey mineur qu'est-ce qui était pour arriver, la Ligue nationale, le basket. À un moment donné, on s'est mis à fermer les théâtres, on s'est mis à fermer les salles de spectacle également. Et il y a quelque chose qu'on a eu tendance à oublier, c'est que le sport-spectacle, lui, a comme été mis de côté. À un moment donné, je sais que la WWE a fait comme une espèce de bulle en Floride. Ça avait fait beaucoup jaser. Mais nous autres, on a un chum qui est dans la Ring of Honor et on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. On voulait savoir s'il était sur la PCU présentement. Hein? C'est ça, Alex? Quel jeu de mots, François. PCO, PCU. Pierre-Carl Ouellette est avec nous. Salut, mon chum, comment ça va? Hey, salut, comment ça va, vous autres, les boys? Nous autres, ça va très bien, mais c'est vrai, je voulais te poser cette question-là parce que au départ, on n'a pas vraiment pensé à ça. Le sport-spectacle, ils ont fermé les frontières, puis on sait que la ROH, tu as l'intention un jour, toi, de remplir le Centre Bell, même encore de remplir le Stade olympique, mais pour l'instant, il faut que tu te déplaces aux États-Unis. Quand c'est arrivé ça au mois de mars, parle-nous un peu de toi. Comment tu as accueilli la nouvelle? Ça a été comme catastrophique un peu, comme tout le monde, parce que les plans s'en allaient pour aller au Centre Bell, tout au moins pour une défense de ceinture, ou au moins essayer de la reconquérir. Il y avait un plan de mise en marché qui était là pour le Centre Bell, puis ça a comme fait changer tous les plans. Puis il y avait aussi le week-end de WrestleMania qui était supposé être moi contre Nick Aldis pour la ceinture NWA, qui aurait été un autre titre majeur, j'aurais pu rajouter à ta collection. Aux nombreux titres que j'ai gagnés en 2019, qui a été mon année la plus prolifique. Tu sais. Mais rien de ça est arrivé, puis il a juste fallu être créatif, puis continuer à s'entraîner fort, puis continuer à te garder dans la tête des amateurs de lutte, dans la tête des amateurs de sport tout court. Carl, on voit un petit peu partout, les sports commencent à reprendre, surtout du côté des États-Unis. On voit, on a créé des bulles. Est-ce qu'on vous a donné des nouvelles, vous autres, les lutteurs de la Ring of Honor, à savoir,
Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de faire un gala bientôt? Oui, peut-être que le gala va être à huis clos, mais au moins, tu sais, pour aller chercher des revenus télévisés, pour qu'on puisse vous voir à la télévision. Est-ce que c'est dans les plans présentement? On a ça entendu parler. Puis sous question avec ça, toi étant un lutteur canadien, luttant pour une organisation américaine, si la Ring of Honor décide de faire un gala, vas-tu pouvoir t'y présenter? Absolument. Au mois de septembre, on a eu notre premier gala à huis clos. On est la seule fédération de lutte. Tu parlais de la WWE, mais ils font pas de bulle, eux autres. T'sais. Les gars arrivent, puis ils repartent, puis ils luttent, puis ils font attention, gardent les mètres de distance, portent le masque en arrière, mais c'est pas vraiment comme la NHL ou les autres fédérations de sport où il y a des bulles. Ring of Honor est la seule fédération. Comme là, je suis booké pour le prochain, c'est le 25-26 octobre, mais il faut que j'arrive le 18 octobre, que je passe 5 jours dans une chambre d'hôtel avant que les enregistrements de télévision commencent. Puis pendant ces 5 jours-là, il faut que je sois testé. Je vais être testé une fois de Montréal avec un kit test qu'ils vont m'envoyer, que je renvoie par la poste. Puis 2 tests là-bas pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel. On n'a pas le droit de sortir de la chambre d'hôtel à part pour aller en plein air. OK, donc courir, c'est comme, tu vas être comme un candidat d'occupation double avant les enregistrements. Là. Tu vas être confiné dans ta chambre. Oui, mais on est un par chambre. Ah, mais c'est bon ce que tu dis, François. Deux par chambre. Ça va ressembler à ce qu'on retrouve beaucoup plus au niveau de la boxe en ce moment, parce que la boxe ne sont pas confinés. Tu peux faire ton camp d'entraînement à Montréal, mais quand tu arrives à Vegas, tu es pris en charge. Donc, tu vois, tu m'as appris quelque chose. La WWE, présentement, ils luttent à la même place, mais ils quittent puis ils retournent chez eux, par exemple? Oui, bien, ils ont des tests, mais ils n'ont pas de bulle en tant que tel. Ils n'arrivent pas, exemple, 5-7 jours d'avance, puis là, on teste tout le monde 2 à 3 fois. C'est testé quand les gars arrivent. Puis, c'est comme moi, je sais que c'est 3 tests avant de participer. Puis s'il y a plus que 3 compétiteurs, mettons, qui seraient positifs, la tournée, bien, c'est une tournée, les enregistrements sont cancellés. Tout se passe à Baltimore, puis c'est selon les règlements de la CDC. Là. C'est vraiment, vraiment sévère. Puis la commission athlétique de Baltimore est ultra sévère. Elle reste dans le même hôtel que nous autres. Comme, moi, je n'ai pas pu aller à ceux du mois de août à cause que ne prenaient pas les Canadiens, les Mexicains puis les Européens dans ce temps-là, ni les Australiens. Parce on a tous ces gens-là sont tous dans la compagnie. Donc, tous ceux qui sont en Australie, en Angleterre, en Irlande, tout ça, ils ne peuvent pas venir. Puis, je pense pas que les Mexicains vont venir non plus sur les prochains enregistrements au mois d'octobre. Mais moi, au Canada, on m'a demandé si je voulais être là. J'ai dit oui. Ben, c'est normal de dire oui aussi. Ils n'ont pas manqué un chèque de paye pendant toute la pandémie. C'est merveilleux, ça. Une organisation impeccable. Absolument. Hey, parle-nous un peu, parce que je l'ai dit tantôt, hein, c'est un sport-spectacle, puis les gens... à ta droite, on voit une ceinture, c'est celle que tu as remportée avec Villain Enterprise. Puis toi, le rôle que tu joues, on va se le dire, c'est t'aimes ou t'aimes pas, mais tu as besoin de cette énergie de la foule-là. Là, ça va être à huis clos, on s'entend. C'est comme regarder un match de hockey, de basket présentement, c'est plaisant, mais en même temps, c'est pas la même atmosphère. Pour vous autres, les lutteurs, tu vas aller chercher cette énergie-là. Comment? Parce qu'on va se le dire, autant les huées que les applaudissements, vous en avez besoin, là. Ouais. Oui, ça me fait penser quand j'ai écouté un peu les séries pendant que les Canadiens étaient là, Alex, puis je trouve que les émotions, mettons, un poteau, c'est pas pareil quand t'entends pas le monde faire « Oh, 20 000 personnes », tu sais, ou un joueur comme Brad Marchand, exemple, qui n'est pas aimé, tu sais. Ça met ça rajoute plein de couleurs au spectacle, puis moi, j'étais complètement contre ça, le fait de lutter à huis clos, et je trouve que la plupart des... comme on m'a dit, les storylines, toutes les histoires qui se passent pendant le confinement. Parce qu'on s'entend que les codes d'écoute de la WWE, c'est les plus basses qu'ils n'ont jamais eu à vie. Là. Ouais. On est à peine à 400 000. Tu sais, pour une compagnie qui a fait du 8 millions de codes d'écoute par épisode, puis là, tu es à 400 000, on s'entend que c'est pas facile pour les entreprises, n'importe quelles entreprises, les sportives autant que plusieurs autres. Là. Donc, j'ai l'impression qu'un gars comme Drew McIntyre, qui est champion du monde, ça passe un peu dans le vide, je trouve. C'est plate pour le gars, mais... Anyway, mon but, c'est
J'aime la façon que Ring of Honor, ils ont décidé de filmer ça. Ils ont vraiment mis des écrans proches. C'est filmé en gros plan. C'est pas filmé comme si c'était filmé pour une foule. Et j'aime la manière qu'ils ont organisé le setup. Mais c'est sûr que c'est pas comme carburer avec les applaudissements. Tiens, maintenant, on s'entend là-dessus. L'entrée de Michel, de Mike Destro au Madison Square Garden, fais ça à huis clos, t'as pas le même impact. On s'entend là-dessus? Non. Non, c'est rien de comparable. Mais il faut faire avec. Ouais. Je pense qu'on va revenir plus fort de l'autre côté de tout ça, de la pandémie. Je pense que, dites-moi si je me trompe, là, mais je pense que de moins en moins de personnes qui décèdent. Là, il n'y en a presque pas. Il y a peut-être des cas qui augmentent, mais il y a moins de décès. Je pense que 2021 va être une grosse année pour la lutte professionnelle. Carl, il reste 3 minutes, puis il y a 2 sujets qu'on veut traiter avec toi. Premièrement, vos vidéos que vous faites, Mike et toi, c'est encore un succès sur toute la ligne. Ça a pris de l'ampleur, mais avant de parler de tout ça, je veux que tu nous parles de, écoute, on va se le dire, ça fait longtemps qu'on se connaît, la bulle que tu as eue au cerveau la semaine passée, de partir de chez vous, Saint-Jean-sur-Richelieu, tout près de Sabrevois, et de décider de faire un marathon de 70 km pendant la nuit jusqu'au stade olympique de Montréal. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Bulle au cerveau, il devait avoir des bulles ses pieds aussi, des cloches, my God. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même long à expliquer. Pour moi, c'est toute une question de dépassement personnel. C'est une question... j'ai appris ça beaucoup aussi avec Destro, quand on travaille avec les poids et haltères dans son gym. Puis des fois, c'est d'élever juste un coup. Puis il y a des journées que ton conditionnement, la façon que c'est conditionné, ton cerveau dit c'est impossible, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. C'est juste de comme. Tu vas donner un exemple rapide. Là. Les sauterelles, ça saute 16 pieds de haut dans les airs, normalement. Tu les mets pendant un mois dans une boîte à souliers, tu enlèves la boîte à souliers, puis la sauterelle, elle saute 1 pied, pas plus. Elle a oublié qu'elle saute 16 pieds. Elle est conditionnée par la boîte. Mais la plupart des êtres humains, on est conditionnés par notre environnement, par les croyances, par tout ça. Je voulais juste me dépasser. Et au 20e kilomètre, mes pieds étaient finis. Ben, il y a comme une force. Quand tu t'entêtes à te dire « je vais me rendre pareil », on dirait qu'à un moment donné, ça casse les choses, ça met à aller mieux. Je ne dis pas que ça va se faire mieux, mais j'étais capable de faire, je pense, mon dernier 200 mètres, là, même si j'avais les pieds en sang puis il n'y a plus rien qui voulait marcher. Je pense que c'est mon plus vite que j'ai jamais fait là-dedans. Mais comment tu vas aujourd'hui? Tantôt, avant l'entrevue, tu t'es levé, puis t'as changé ta caméra. Exact. Oh, quel jeu de mots, François, mais ça fait mal ou... Non, ça faisait une couple de semaines que je trempais mes pieds dans le sel d'Epsom, puis que je guérissais mes ampoules, puis je me mettais des pantoufles épaisses pour absorber, mettons, mon pied parce que j'avais mal, puis je me suis dit... aujourd'hui, il faut que je passe par-dessus la douleur, que ça fait mal ou pas, il faut que je fasse un 4 km pareil, puis que j'allais faire un 4. Puis ça m'a fait tellement bien. Juste le fait de me dépasser tout le temps. Mais je pense que c'est dans le fond, quand tu dis la bulle qui s'est passée dans ma tête, c'est juste d'avoir ce muscle-là que quand j'ai un objectif en tête, rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Écoute, tu nous l'as prouvé encore une fois, Pierre-Carl. Hey, en terminant, il reste 5 secondes. On invite les gens à tous les lundis soirs à vous suivre, toi et Mike, sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes sociales. C'est rendu viral, les gens de partout vous suivent. Une espèce de série un peu science-fiction qu'on a toujours hâte au prochain épisode. Quoi, c'est pas vrai? Ben écoute, c'est à lui de nous dire. Il y a beaucoup d'améliorations. Absolument. La fanbase grossit tellement. En même temps, je voudrais dire un gros bonjour à tout le monde qui ont fait partie du marathon, de l'ultra-marathon de 70 km que j'ai fait. Je me suis fait klaxonner, je me suis fait demander si je voulais des livres, je me suis fait offrir de l'eau. Ça a été incroyable l'accueil tout le long du parcours. J'ai eu des fans qui ont été là tout le long. Puis j'ai salué tout le monde. Puis merci à tout le monde aussi qui m'ont encouragé par les réseaux sociaux. Merci beaucoup, j'ai pas pu répondre à tout le monde. J'en profite pour les On salue le commanditaire Under Armour également. Oui, exactement. Ça serait bien, ça. Ouais. Tu pourrais dire que tu as les souliers Under Armour. Oui, j'allais dire, ton 70 km. Hey, PCO, salut Mike pour nous autres. Et tu as tellement travaillé fort pour arriver où tu es arrivé en 2019 qu'on a juste skippé une année, mais je te souhaite un 2021
avec encore de meilleurs résultats. Merci, mon chum. À bientôt. Hey, merci François et Alex. Salut. Bye. Hey François, tu sais c'est quoi un des premiers sports que j'ai regardé à la télé quand tout a commencé à se déconfiner tranquillement? Bien sûr, le NASCAR. Ça a été ça. Je te dirais que je me suis comme senti renaître au draft de la NFL. Oh boy, OK. Là, à partir de ce moment-là, c'était pas du sport, mais ça avait rapport au sport. Et après ça est arrivée la course automobile. Sincèrement, là, la course m'a comme ravivé. Et notre prochain invité, lui, c'est pas compliqué. Il n'y a pas eu grand course cette année. Non, mais... Mais la course qu'il y a eu, lui, il s'est dit, tant qu'en gagner une... On va gagner la une, seule. exactement. Tommy Lemaire est avec nous. Salut Tommy, comment ça Salut, va? Tommy. Ça va bien, vous? Hey, ça va bien, merci. Écoute, j'aime ton décor, ça paraît bien. Tu sais, quand tu fais ça simple, c'est là que ça donne les plus belles images. Un beau chèque, là, on voit pas trop à cause de ta tête, là, mais Ah, là, on le voit. 10 000 $, mon Tommy, je comprends ton sourire, ça se prend bien quand même? Ça se prend très bien, oui. C'était en fin de semaine, ça, Tommy? Ouais. Oui, exactement. C'était en fin de semaine passée au circuit Sainte-Croix. C'était organisé par le DMCC, donc c'était vraiment l'événement de l'année qui était le Chase. Puis il y avait quand même 24 pilotes d'inscrits à cette course-là, donc on était vraiment tout préparés pour l'événement, puis ça a quand même bien été. Hey, moi, j'ai une question parce que, bon, là, tu as gagné 10 000 $. On s'entend tous que ce chèque-là ne rentre pas dans le guichet automatique, même s'il essaie de rendre ça informatisé maintenant. Puis je suis pas trop certain qu'avec ton appli, ça fonctionne. Comment ça marche, Tommy, dans la vie de tous les jours, quand tu gagnes 10 000 $? Il t'envoie le chèque, faut que tu déduises des impôts. Tu t'arranges comment avec ton comptable? Je me suis toujours posé la question. Moi, quand tu gagnes un gros chèque de même, tu fais quoi avec? Ben, à vrai dire, le chèque, c'est de la frime, là. C'est pour ton décor. Alors, ça, je le sais, mais je veux dire, il faut bien qu'il te paye à un moment donné. C'est comment ça marche? Ben, dans le fond, c'est la série vraiment qu'on est payé directement par la série. Donc, on peut encaisser ça. C'est sûr, étant donné qu'on peut soit décider que c'est un revenu, donc un travail, ou sinon on peut essayer de passer ça aussi comme si c'était comme un prix qu'on a gagné, donc un peu comme quand on gagne à la loto, exemple. Ouais. Donc, ça dépend de ça, de ce qu'on aime mieux faire. Tommy, tu l'as dit, hein, il y avait 24 coureurs automobiles qui étaient là pour cette compétition-là. Ça a été la seule compétition de l'année. Comment on se prépare pour une course comme ça? Tu sais, quand tu sais dans ta tête, toi et ton équipe, ça va être la seule course, on va être 24, puis je le veux le 10 000. C'est une grosse préparation. C'est sûr que c'est vraiment, tu sais, quand on dit la drift, c'est le seul sport que tu as 30 secondes pour prouver que tu es le meilleur. Mais là, c'est 30 secondes sur une course dans l'année au complet. Fait que c'est sûr que le stress était vraiment élevé. Fait que la préparation, bien, au niveau du mental, c'est sûr que c'est d'avoir le plus de seat time possible, de rouler le plus possible. Donc, j'ai tout au long de l'été, j'ai quand même pratiqué avec mes voitures à l'académie de drift. Donc, au circuit car, on a pratiqué beaucoup avec même mes instructeurs, on a pratiqué ensemble pour me garder l'habitude dans le fond puis pas être rouillé en arrivant au volant, étant donné que c'est le premier événement de l'année. Puis, pour la voiture, bien, c'est constante amélioration. Donc, depuis le début de l'année, on a commencé à rouler, on a vu des petits bobos, on a réparé jusqu'à temps que la voiture arrive à un stade où elle était complètement prête. Puis, c'est pour ça justement que ça a très bien été. Moi, en tant que pilote, je pense que j'étais vraiment bien préparé. Mais la voiture aussi, on avait une voiture qui était très fiable. C'est ça qui nous a donné une bonne combinaison. Tu l'as dit, voiture très fiable et surtout en course automobile, ça prend plein de choses. Ça prend un excellent pilote, ça tu l'es. Ça prend des bons pneus, tu nous en as déjà parlé. Ça prend des bons mécanos, ça prend des bons commanditaires. Comment tu as géré ça, toi, cette année? Parce que là, le fait que ça arrive à point comme ça pour que tu puisses remporter le 10 000, ça te prend des gens derrière toi. Arrive la pandémie au début du mois de mars. Est-ce que ça a été un peu la catastrophe pour toi? Parce que là, tu devais courir après des commanditaires. On s'entend qu'il y a beaucoup de commanditaires qui ont décidé de quitter justement le monde des commandites parce que les gens voyaient mal, par exemple, faire des chèques de 100 000 quand tu viens de congédier des employés. Tu as vécu ça comment, toi, de l'interne? Est-ce que les gens sont restés ou il a fallu que tu reprennes le téléphone? C'est sûr, j'ai dû reprendre le téléphone pas mal. J'ai eu des pertes, mais j'ai aussi eu des gains. Donc, mes commanditaires les plus loyaux ont resté. Donc, c'est sûr que c'était une période qui a été dure pour tout le monde.
Donc, on n'en veut pas à personne, mais il y en a qui n'ont pas eu le choix de pas me resupporter pour cette année. Mais je pense que la porte est vraiment pas fermée pour les années à suivre. Je pense que, étant donné justement que cette année, on vient de gagner la compétition de l'année, je pense que ça va être un bon message envoyé à mes commanditaires que j'ai perdu pour les années à suivre. Mais j'ai quand même réussi à garder des commanditaires comme General Tire, que j'ai re-signé un contrat de 2 ans avec eux pendant la pandémie. Donc, c'est sûr que c'est une compagnie qui me supporte beaucoup. Ils voient le potentiel en moi, puis je pense que c'est ça qu'on va aller chercher le plus possible. Puis pour le 10 000, c'est sûr que ça, c'est pas quelque chose qui s'en va dans un voyage dans le sud. C'est vraiment quelque chose qui est réinvesti tout de suite dans la voiture pour avoir des améliorations. Et évidemment, c'est beaucoup de dépenses, donc c'est sûr que c'est pas trop, là. Tommy, tu l'as dit, étant donné qu'il y a eu une seule course, vous avez eu le temps en masse de travailler sur la voiture que tu pilotes depuis longtemps. Est-ce que, selon toi, en tant que pilote, ta voiture avait déjà performé comme ça ou tu as vraiment retrouvé une voiture là, que tu n'avais jamais vue auparavant tellement qu'elle était performante? Oui, je pense que c'était vraiment une des premières fois depuis que j'ai la voiture qu'elle était aussi bien ajustée, aussi performante, aussi fiable. Avant de partir sur la grille de départ, à chaque fois, je me sentais jamais stressé de dire est-ce que la voiture va partir. Beaucoup d'années dans le passé, beaucoup de fois dans le passé où on devait aller jouer avec les ajustements, on devait aller changer les alternateurs, changer les batteries, le courant ne passait pas bien dans la voiture. Maintenant, tout a vraiment été refait, tout est vraiment plus fiable. Donc, je pense que ça l'a vraiment joué sur mon mental pendant la course. Puis c'est ce qui a aidé aussi à gagner cette course-là. Tommy, tu as remporté la Chase. Écoute, on arrive en automne, donc on s'entend, tu es vice-champion canadien, là, donc la majorité des courses se passent ici. On arrive à l'automne, là, déjà. Ouais, écoute, ça passe absolument. tellement C'est l'automne. vite. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'Halloween qu'on passera peut-être pas dans un mois et demi. Ceci dit, la saison de karting, de course automobile au Canada tire à sa fin. Toi, c'est quoi le planning, dans le fond? Qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que toi, s'il peut y avoir une deuxième vague, on est dedans présentement le plus vite possible puis qu'on la règle de mettre ça de côté pour arriver avec une belle et grosse saison 2021. J'imagine que c'est ce que tu souhaites, là? Exactement. C'est sûr que pour nous, la saison n'est pas complètement terminée. On a aussi une autre course qui est au programme pour cette année. Ça va être le 3 octobre. C'est en Ontario. Donc, c'est une course qui est une organisation différente de celle que je participe normalement. Mais c'est vraiment pour tenter le tout pour l'année prochaine. Donc, si je réussis à remporter cette course-là en Ontario, je gagne une passe, dans le fond, un permis pour aller courser aux États-Unis en catégorie Pro 2. Donc, c'est sûr que c'est l'objectif avec mes commanditaires et mon équipe de cette année pour aller remporter cette passe-là. Si on est capable de le faire, bien, c'est sûr que là, on va s'enligner cet hiver pour faire les modifications sur la voiture et aller chercher les commanditaires pour être capable d'aller accéder aux portes des États-Unis. Tommy, si tu réussis à gagner cette course-là que tu viens de mentionner, est-ce que ton rêve de pouvoir vivre du sport automobile pourrait devenir réalité avec ça? C'est sûr que pour se diriger vers là, on n'a pas le choix d'aller aux États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une bonne porte qui pourrait s'ouvrir. Mais il reste que je pense que même si je réussis à aller aux États-Unis, mon académie de drift ici au Québec est quand même primordiale, est importante. Puis c'est vraiment ce qui me complète en tant que pilote. Donc, je pense pas que je vais arrêter de faire ça jamais. Mais c'est sûr que de pouvoir aller aux États-Unis, c'est l'endroit le plus propice pour être capable d'en vivre. Ouais. Parlons-en de ton académie de drift parce que c'est ton bébé à toi. C'est quelque chose que tu as mis sur pied. On s'entend, là, depuis quelques années, il y a quelques autodromes qui, malheureusement, ferment au Québec. Toi, tu réussis à sortir un peu du lot. Arrive la COVID. Tu dois commencer à t'écœurer un peu. Là, j'imagine que tu aimerais avoir un peu de stabilité, mais parlons-en de ton académie. L'hiver s'en vient, Alex. L'hiver s'en vient en plus. Mais comment ça va? Ça va quand même très bien. C'est sûr, on a parti avec du retard, comme pas mal toutes les entreprises au Québec. On a commencé en fin juillet, l'Académie de drift. Sauf que depuis fin juillet, ça roule beaucoup. C'est sûr, on a pris du retard. Donc, les gens qui avaient comme objectif de venir participer sont venus le faire un peu d'un coup. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment un bon succès. Je suis content. Puis cette année, une grosse amélioration. C'est que contrairement à l'année passée, je suis rendu avec 2 nouvelles voitures. Donc, j'ai une flotte de 4 voitures. C'est sûr que ça me permet de mieux rouler, de passer plus de gens, de permettre à plus de gens d'aller vivre cette expérience-là. Donc, c'est sûr que ça va très bien. Ouais. Je suis content. Tommy, est-ce que c'est une industrie qu'on doit s'adapter en situation de pandémie au niveau des restrictions, des guides sanitaires? Est-ce que vous devez, c'est la question peut-être stupide, mais porter un masque sous
votre casque. Quelles sont les restrictions que vous devez respecter? Ça doit pas être évident, ça. Non. Non, c'est pas évident. On a dû adapter les voitures, on a adapté aussi la formule. Donc, on fait des groupes, on fait des très, très, très petits groupes. Même on pourrait appeler ça autre que des groupes, qu'on est à 1 ou 2 personnes. Puis, on porte tout le temps le masque. Dans les véhicules, on a aussi le masque. Mais la grosse particularité, c'est que dans les véhicules, on a ajouté des genres de plexiglas entre le pilote et le passager, l'instructeur qui va donner les cours. Okay. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une séparation qui est pour le côté sanitaire. Mais ça nous permet de continuer à pouvoir donner des coachings, des cours en piste. Mais c'est sûr qu'on a dû s'adapter. Aussi, tout au niveau des casques qu'on prête, c'est sûr que là, c'est désinfecté entre chaque client. Les volants de la voiture. Des cagoules non réutilisables, dans le fond, jetables. Donc, c'est sûr qu'on a dû s'adapter, mais on a réussi à bien le faire. Ouais. Bien, ça, c'était ma prochaine question. Les cagoules, ça ne peut pas servir de masque en même temps? Parce que là, à un moment donné, je veux bien, c'est un cours de sécurité, mais là, ça commence à être dangereux. Là. Ouais, non, c'est des cagoules qui sont seulement pour les cheveux. Donc, il n'y a pas l'aspect au niveau du visage. C'est pour ça qu'on garde les masques. Et avec le casque qui est un open face, bien, ça ne vient pas vraiment encombrer. Là. Okay. Tommy, il reste 1 minute à l'entrevue. Est-ce qu'il reste encore de la place cette année si les gens aimeraient aller essayer ça avec toi? La meilleure façon de te rejoindre, qu'est-ce que c'est s'il reste de la place? C'est vraiment sur le site de Icar Expérience, donc dans l'onglet Expérience Drift. Je vous invite à aller voir ça. Donc, tous les forfaits sont expliqués là. Puis on peut réserver en ligne directement. Il nous reste encore jusqu'à mi-octobre. Quand même. Bien, Tommy, merci. Je trouve ça le fun. Je trouve ton parcours fascinant. Fierté du Haut-Richelieu, Alex? Oui, exactement. Ouais. Le 10 000, c'est pleinement mérité. Puis tu l'as dit, là, pour les gens qui pensent qu'ils s'en vont dans le sud avec ça, oubliez ça. C'est de l'argent qui va réinvestir, mais en même temps, c'est un 10 000 de moins que tu auras à courir après, que tes commanditaires, que tu vas pouvoir te servir pour d'autres choses. Fait que je trouve ça bien le fun. Merci. Bonne fin d'année 2020, puis en espérant se reparler avec des bonnes nouvelles début 2021. Merci, Tommy. Aussi, là, bonne journée, les gars. Bye-bye. Salut. Merci, François. Merci, Alex. Merci à nos invités via Zoom. Merci de votre confiance et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.